À 66 ans, Pascal Bataille n'est plus seulement ce visage familier de la télévision française. Après un cancer du poumon, plus de 30 ans d'acouphènes et des blessures familiales jamais vraiment refermées, une rumeur bouleverse aujourd'hui ses admirateurs. Bénédicte, sa première épouse, serait-elle revenue à ses côtés? Pour l'instant, rien n'est confirmé. Mais cette question suffit déjà à raviver toute une vie de secrets, d'amour et de silence. La rumeur Bénédicte, retour d'amour ou simple fantasme du public. Ce qui secoue aujourd'hui les admirateurs de Pascal Bataille, ce n'est pas seulement son état de santé, mais cette question vertigineuse. Et si Bénédicte, sa première épouse, était revenue dans sa vie au moment où la vie devient fragile? La rumeur dessine l'image d'une femme du passé qui reviendrait auprès de l'homme qu'elle a autrefois aimé. Mais il faut être très clair. À ce jour, Pascal Bataille n'a pas confirmé publiquement une réconciliation amoureuse avec Bénédicte, ni annoncé qu'elle serait revenue vivre à ses côtés. C'est là que l'histoire devient troublante, parce qu'elle se situe entre ce que l'on sait, ce que l'on espère et ce que le public projette sur une personnalité qu'il croit connaître depuis longtemps. D'un côté, il y a ceux qui veulent y croire. Pour eux, Bénédicte n'est pas une inconnue. Elle est la première femme de Pascal, la mère de ses deux fils aînés, Théo et Tristan, celle qui a partagé une partie fondatrice de sa vie, avant les aveux de maladie, avant cette fragilité qui change le regard porté sur un homme public. Dans cette lecture émotive, son éventuel retour ne serait pas une romance spectaculaire, mais un geste de fidélité humaine, une manière de dire que certaines séparations ne détruisent pas tout, que l'amour peut changer de forme sans disparaître complètement. On ne parlerait plus ici de passion ou de promesse de jeunesse, mais d'une tendresse adulte, de cette présence offerte parfois à quelqu'un parce qu'une histoire commune ne s'efface jamais vraiment. De l'autre côté, les plus prudents rappellent que le public adore transformer la compassion en scénario. Dès qu'un homme connu tombe malade, on cherche instinctivement une figure protectrice à placer près de lui. Une épouse, une ancienne compagne, un enfant, un ami. Et lorsque cette figure est une ex-femme respectée, l'histoire devient plus belle, donc plus tentante. Pascal lui-même a pourtant déjà laissé entendre qu'il vivait son célibat tardif non comme une punition, mais comme une forme de liberté, un espace à lui après de longues histoires d'amour, de famille et de responsabilité. Il a parlé de Bénédicte avec une estime évidente, comme d'une femme formidable, et le lien qu'ils auraient conservé semble profondément respectueux. Mais entre garder une belle amitié avec son ancienne épouse et reprendre une vie de couple, il y a un pas énorme qu'aucun fait public ne permet de franchir aujourd'hui. Et c'est ici que cette affaire révèle quelque chose de plus grand que le simple cas Pascal Bataille. Elle montre notre besoin collectif de croire aux réparations tardives. Après tant d'années à voir Pascal ouvrir dans « Y'a que la vérité qui compte », des portes derrière lesquelles des inconnus venaient demander pardon, avouer un amour ou renouer avec un passé brisé, beaucoup rêvent peut-être que cette fois, le rideau s'ouvre pour lui. Mais attention, car une vérité beaucoup plus sombre plane derrière cette rumeur. Un détail intime, presque insoutenable, que Pascal porterait depuis la mort de son père et que nous évoquerons plus tard, pourrait expliquer pourquoi l'idée d'un retour ou d'un dernier dialogue touche autant dans son histoire. Alors, Bénédicte est-elle vraiment revenue ou le public écrit-il à sa place la fin qu'il aimerait voir? Pour l'instant, la seule certitude, c'est que leur passé commun continue de parler plus fort que beaucoup de déclarations officielles. Le corps qui lâche, cancer, poumons retirés et 30 ans de bruit dans la tête. Derrière la rumeur sentimentale, il y a une réalité plus brutale. Pascal Bataille n'est pas seulement un homme dont on commente la vie privée, c'est aussi un homme qui a vu son corps devenir un champ de bataille. Fin 2024, l'annonce de son cancer du poumon a provoqué un choc, parce que le public gardait de lui l'image d'un animateur solide, capable d'écouter les drames des autres. Et soudain, celui qui recueillait les confidences se retrouvait au centre d'une confession intime. La maladie, les examens, la peur, cette phrase que personne ne veut entendre. Selon les informations disponibles, il aurait dû traverser un traitement lourd, avec une opération du poumon,
puis la chimiothérapie, la radiothérapie et des soins plus modernes. Ce vocabulaire médical paraît froid, mais derrière chaque mot, il y a des nuits sans sommeil, des résultats que l'on attend, des proches qui essaient de rester forts, et cette question que l'on n'ose pas formuler. Combien de temps avant que tout change? D'un côté, certains observateurs veulent retenir la bonne nouvelle. En 2026, l'état de Pascal serait décrit comme plus stable, avec une évolution encourageante et une maladie entrée dans une phase de rémission plus rassurante. Cette lecture apporte un souffle d'espoir. Elle montre un homme qui ne s'est pas laissé réduire à son diagnostic, un homme qui continue d'exister au-delà des scanners et des cicatrices. Mais de l'autre côté, il serait irresponsable de transformer cette amélioration en conte de fées. Même quand les nouvelles sont meilleures, le cancer laisse une fatigue, une peur du retour, une vigilance permanente. À 66 ans, survivre à une telle épreuve signifie apprendre à vivre avec une nouvelle conscience du temps, du souffle, du lendemain. Et ce qui rend l'histoire de Pascal encore plus bouleversante, c'est que ce combat contre le cancer ne serait pas sa première longue cohabitation avec la souffrance. Bien avant cela, il vivait déjà depuis plus de 30 ans avec des acouphènes sévères. Depuis 1993, il supporterait des sifflements, des bourdonnements, des bruits parasites liés à une tumeur bénigne située sur le nerf auditif. Le détail semble médical, mais il raconte une tragédie intime, celle d'un homme de télévision, de professionnel de la parole et de l'écoute, condamné à vivre avec un bruit que personne d'autre n'entend. Imaginez un silence qui n'existe jamais. Imaginez une chambre calme où, au lieu du repos, une vibration revient sans cesse. Imaginez devoir sourire à l'antenne, écouter un invité, parler d'émotions, alors qu'à l'intérieur de votre tête, quelque chose grésille depuis 3 décennies. Cette tumeur ne menaçait peut-être pas directement sa vie, mais elle aurait attaqué un luxe invisible, la paix. Et c'est peut-être là que l'on comprend mieux pourquoi la rumeur d'un retour de Bénédicte touche autant le public. Quand un homme a traversé la maladie grave, quand il a vécu des années avec un bruit intérieur, l'idée qu'une ancienne compagne puisse revenir devient plus qu'un potin. Elle devient le symbole d'une présence dans le chaos. Mais rien ne permet d'affirmer qu'elle est réellement revenue pour le soigner. Ce que l'on peut dire, c'est que la santé de Pascal a changé le regard du public. Autrefois, on voyait l'animateur derrière le rideau. Aujourd'hui, on voit l'homme derrière l'animateur, plus fragile, mais peut-être plus profond. Les 4 fils et le poids invisible de la famille. Dans l'histoire de Pascal Bataille, il serait trop facile de ne voir qu'un animateur célèbre, un homme malade ou un visage de télévision rattrapé par les rumeurs. Mais derrière chaque annonce médicale, derrière chaque spéculation sur un retour de Bénédicte, il y a une réalité plus intime. Pascal est père de 4 garçons. Avec Bénédicte, sa première épouse, il a eu Théo et Tristan. Avec Adra, sa deuxième épouse, avec qui il aurait partagé près de 25 ans de vie commune, il a eu Tim et Talal. 4 fils, 4 regards, 4 façons de recevoir ce choc quand leur père annonce un cancer du poumon. Selon ses confidences, la maladie ne lui aurait pas seulement fait peur pour lui-même. Elle aurait surtout fait souffrir à l'idée d'imposer à ses enfants une nouvelle épreuve. Car un détail rend la situation encore plus lourde. Environ 5 ans plus tôt, Adra aurait elle aussi affronté un cancer. Pour les enfants nés de cette union, et plus largement pour cette famille recomposée, voir la maladie frapper successivement les figures parentales n'est pas une simple inquiétude, c'est une secousse intérieure. D'un côté, certains admirateurs décrivent Pascal comme un homme entouré, soutenu par les siens, capable de puiser dans la présence de ses fils une force que les traitements seuls ne donnent pas. Dans cette lecture, ses enfants seraient son ancre, sa raison de tenir, la preuve que la vie continue même quand le corps vacille. De l'autre côté, une vision plus dure rappelle que la paternité peut aussi devenir une douleur silencieuse. Quand on est malade, on ne souffre pas seulement de ses symptômes, on souffre de voir l'angoisse dans les yeux de ceux qu'on aime. Et Pascal connaît déjà cette part sombre de la notoriété familiale. Ses fils aînés auraient été marqués par les moqueries liées aux caricatures de leur père,
notamment dans des programmes satiriques comme les Guignols de l'info. Pour le public, ce n'était qu'une marionnette, une blague, un moment de télévision. Pour des enfants, cela pouvait devenir une humiliation dans la cour d'école, le rappel brutal que la célébrité d'un parent n'appartient jamais seulement aux parents. Alors, lorsque la rumeur affirme que Bénédicte serait peut-être revenue auprès de Pascal, elle touche aussi à cette question familiale. Revient-on pour un ancien amour? Ou parce qu'il existe des enfants, une histoire commune, une mémoire partagée qui oblige à rester humain? Il ne faut pas transformer Bénédicte en figure sacrificielle sans preuve. Rien ne confirme publiquement qu'elle soit revenue pour le soigner. Mais son nom réapparaît dans l'imaginaire du public parce qu'elle représente quelque chose de rare. Une ex-épouse dont Pascal aurait continué à parler avec respect. Dans une époque où les séparations se transforment souvent en guerre, cette estime conservée devient presque plus émouvante qu'une déclaration d'amour. Après Adra, Pascal aurait vécu une relation avec Inès. Mais là encore, l'histoire n'aurait pas trouvé son dernier chapitre. Le voilà donc présenté comme un homme célibataire, libre, mais chargé de plusieurs vies affectives. La vraie question n'est peut-être pas de savoir quelle femme est aujourd'hui à ses côtés. La vraie question est de savoir comment un homme qui a aimé, quitté, recommencé et fondé une famille complexe traverse la maladie sans faire porter tout le poids de sa peur à ceux qu'il aime. Le père disparu, la lettre jamais ouverte et la fissure avec Laurent. Si l'on cherche le point le plus secret, le plus douloureux, il faut quitter un instant les histoires d'amour et regarder vers l'enfance de Pascal Bataille. L'un des drames les plus profonds de sa vie serait la mort de son père, qui s'est suicidé en laissant une lettre d'adieu. Mais le détail le plus saisissant, presque impensable, c'est que Pascal n'aurait jamais trouvé la force de l'ouvrir pendant des années. Une lettre fermée peut sembler être un objet banal. Dans son cas, elle devient un tombeau miniature, une pièce interdite au milieu de la mémoire. Que contient-elle? Une explication? Une excuse? Un dernier message d'amour? Ou au contraire, une vérité trop lourde, capable de rouvrir une blessure qu'il a appris à contourner pour survivre? Personne ne peut répondre à sa place. Et c'est précisément ce silence qui donne à son histoire une dimension tragique. D'un côté, certains y verront la pudeur d'un fils qui protège ce qui lui reste de son père. Ouvrir la lettre, ce serait entendre une dernière fois une voix qui ne pourra plus jamais répondre. De l'autre côté, d'autres comprendront ce geste comme une peur intime. Tant que la lettre reste fermée, l'histoire n'est pas totalement terminée. Elle demeure suspendue, douloureuse, mais pas encore définitive. Ce détail éclaire autrement le parcours de Pascal à la télévision. Pendant des années, il a animé des émissions où l'on demandait aux gens d'affronter leurs vérités, leurs regrets, leurs amours perdus, leurs pardons manqués. Dans « Y a que la vérité qui compte », le fameux rideau séparait deux êtres avant une révélation. Mais dans sa propre vie, Pascal porterait lui aussi un rideau intérieur. Cette lettre qu'il n'a pas ouverte. Cette vérité familiale qu'il n'a peut-être pas voulu regarder en face. Ce n'est pas la seule rupture qui l'a marqué. Dans sa carrière, la blessure la plus publique reste sans doute sa relation avec Laurent Fontaine. Ensemble, Pascal et Laurent ont formé l'un des duos les plus reconnaissables de la télévision française. Leur complicité ressemblait presque à un mariage professionnel. Deux voix, deux tempéraments, une même mécanique émotionnelle, une manière de faire monter la tension jusqu'au moment où tout bascule. Pourtant, cette alliance s'est fissurée. Selon ce qui a été raconté, des désaccords politiques autour de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron et du climat social marqué par les Gilets jaunes auraient provoqué une vraie distance entre eux. Et là encore, deux lectures s'affrontent. Pour les uns, il s'agissait d'une rupture inévitable entre deux hommes devenus différents, deux amis que l'époque a séparés. Pour les autres, c'était la preuve que même les amitiés les plus solides peuvent être abîmées par l'orgueil, les convictions et les blessures mal formulées. Heureusement, la renaissance de « Y a que la vérité qui compte » a fini par les réunir. Le retour côte à côte n'a pas seulement ravivé la nostalgie des années 2000, il a donné l'impression qu'une réconciliation était possible, même après le silence. Et c'est là
que le parallèle devient puissant. Pascal a connu un père disparu sans dernier dialogue, une lettre qui attend, un ami perdu puis retrouvé, et peut-être aujourd'hui, une ancienne épouse dont le nom revient dans les conversations. Sa vie entière semble traversée par une même question. Que fait-on des liens qui se brisent avant d'avoir tout dit? Le rideau, la vérité, et le prix d'une télévision qui faisait pleurer la France. Pour comprendre pourquoi la vie privée de Pascal Bataille touche encore autant le public, il faut revenir à ce qui a construit son image. Cette capacité rare à transformer une rencontre intime en événement télévisuel. Pascal n'a jamais été seulement un visage souriant, posé devant une caméra. Avant la notoriété, il avait une formation solide, des classes préparatoires littéraires à Paris, un parcours tourné vers l'information et le journalisme, et une vraie compréhension de la mécanique humaine. Cela explique peut-être pourquoi, lorsqu'il arrive à la télévision avec Laurent Fontaine, il ne se contente pas d'animer. Il observe, il écoute, il attend le moment exact où une émotion devient impossible à cacher. Il n'y a que la vérité qui compte, émission adorée par les uns et critiquée par les autres, a fait de lui un symbole des années 2000. Le concept était simple en apparence, mais redoutable. Une personne venait dire une vérité à une autre, souvent derrière un rideau, avant que le face-à-face ne devienne possible ou non. Ce rideau est devenu bien plus qu'un décor. Il représentait la peur de parler, le regret d'avoir trop attendu, l'espoir d'être pardonné, l'amour qu'on n'ose pas avouer, la famille qu'on voudrait réparer. D'un côté, les défenseurs de l'émission y voyaient un théâtre populaire de la sincérité, un endroit où des gens ordinaires pouvaient enfin dire ce que la vie quotidienne les empêchait d'exprimer. De l'autre, ces détracteurs dénonçaient une télévision des larmes, un dispositif qui mettait la vulnérabilité en spectacle et transformait des blessures privées en séquences d'audience. Pascal Bataille a donc longtemps marché sur une ligne très fine. Être celui qui permet la vérité ou être celui qui l'expose trop. Mais avec les années, un renversement étrange s'est produit. L'homme qui semblait contrôler la dramaturgie des autres est devenu lui-même un personnage de récit, avec ses silences, ses séparations, sa maladie, ses douleurs. C'est pour cela que la rumeur autour de Bénédicte frappe aussi fort. Elle ressemble presque à un épisode inversé de l'émission. Cette fois, ce n'est plus Pascal qui se tient devant le rideau, c'est sa propre vie qui se tient derrière. Va-t-il y avoir une révélation, un retour, une main tendue, ou seulement un malentendu amplifié par la nostalgie du public? En tant que producteur, Pascal a compris très tôt que les téléspectateurs ne regardent pas seulement pour connaître une réponse, mais pour sentir qu'une réponse pourrait tout changer. Voilà pourquoi l'hypothèse d'un retour de sa première épouse devient si puissante. Elle rejoue tous les codes qui ont fait sa carrière. L'attente, l'ancien amour, le passé qui revient, la possibilité d'un pardon. Pourtant, il faut garder la frontière. Une émission peut organiser un face-à-face. La vie réelle, elle, ne nous doit aucune scène finale. Le public peut espérer, commenter, interpréter, mais il ne peut pas exiger d'une femme ou d'un homme qu'il rejoue une histoire pour satisfaire notre besoin d'émotion. Et c'est peut-être le paradoxe le plus bouleversant de Pascal Bataille, qui a bâti sa célébrité sur les vérités dites, semble aujourd'hui protéger ses propres vérités prudemment. Peut-être parce qu'à force d'avoir vu les autres trembler avant une confession, il sait mieux que personne qu'il existe des sentiments qu'on ne transforme pas impunément en spectacle. Célibat, rumeurs et dernière grande question, que reste-t-il après les ruptures? À ce stade de l'histoire, une image s'impose. Pascal Bataille, 66 ans, un homme qui a connu plusieurs vies dans une seule existence. Une première épouse, Bénédicte, 2 fils, Théo et Tristan, puis une longue union avec Adra, 2 autres fils, Tim et Talal, ensuite une relation avec Inès, et finalement, ce retour assumé à une forme de solitude. Mais attention, Pascal n'a pas présenté cette solitude comme une défaite. Il l'aurait plutôt décrite comme une liberté, un espace retrouvé après des années à vivre dans des histoires longues, dans les attentes du couple, dans le rythme infernal de la télévision. C'est précisément ce point qui divise aujourd'hui les observateurs.
Premier courant d'opinion, ceux qui croient à la rumeur bénédicte y voient une preuve que les grands liens ne meurent jamais vraiment. Selon eux, une ancienne épouse peut revenir non pas pour recommencer comme avant, Mais pour accompagner autrement, avec la maturité de ceux qui ne se promettent plus l'éternité, mais se reconnaissent encore une dette de tendresse. Dans cette lecture, Bénédicte serait le symbole de la personne qui ne revient pas par obligation, mais par humanité, parce qu'un passé partagé, des enfants, des souvenirs et une estime profonde peuvent survivre à la fin d'un mariage. Deuxième courant d'opinion, les plus sceptiques rappellent que rien ne confirme officiellement cette réapparition amoureuse. Respecter Pascal, c'est aussi accepter qu'il puisse vouloir rester seul ou vivre ses liens sans que le public les transforme en scénarios romantiques. Une femme qui garde un bon lien avec son ex-mari ne devient pas automatiquement son infirmière, sa compagne retrouvée ou l'héroïne d'un dernier chapitre sentimental. Car le cancer change tout dans le regard des autres. Dès qu'un artiste annonce une maladie grave, chaque détail de sa vie est relu avec une intensité nouvelle. Un sourire devient un signe de courage, une absence devient inquiétante, une amitié devient un supposé retour d'amour. Et pourtant, la vérité peut être plus simple, plus digne, plus discrète. Pascal a peut-être surtout besoin de paix.